Bien, nous sommes dans la dernière partie de l'Université d'Épimède qui a commencé avant-hier, quatrième université, avec le partenariat, je le rappelle, du ministère de la Culture, de l'ADEME, de la région Sud, Provence-Alpes d'Azur, et puis du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, appuyé et soutenu aussi, puisque nous devions être hébergés au Palais des Congrès de Grasse par la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Donc, si tout va bien, normalement, le président, Jérôme Viaud, clôturera cette université. Je reviendrai à 14 heures un petit peu sur ce que va dire Guylaine pour introduire, si ceux qui n'écoutent pas la synthèse, pour réintroduire en quelques mots ce que va dire Guylaine. Donc là, en tout cas, on va écouter Guylaine Debras. Alors, gros travail fait par Guylaine, hein, qui a fait donc un travail de reprise de notes des rapporteurs et puis de ses propres notes pour nous faire une synthèse de ces 2 jours, parce que ça a commencé mercredi midi. Guylaine, pour te présenter, tu es formatrice et ancienne élue locale. Tu as été maire de Biot de 2014 à 2020 et tu es depuis peu de temps, mais tu suis Défimède depuis longtemps, mais très impliquée, notamment dans la préparation de cette université. Merci et à toi la parole. Merci Eric. Merci d'abord pour cette splendide université. Merci aussi à Anne-France Didier d'avoir organisé ces journées qui sont époustouflantes. J'ai rien, c'est Eric. On a besoin de tout le monde. Le coupable, c'est Eric. Mais je remercie aussi Yves Durand, Patricia Lebras et Julie Bousquet, qui ont été les rapporteurs de certains ateliers et qui m'ont aidé aussi dans cette synthèse. Et je remercie aussi tous les intervenants, hein, aussi compétents que chaleureux, beaucoup de chaleur humaine pendant toutes ces journées, pendant tous ces échanges. Alors, d'habitude à Défimède, on dit les 2 rives, mais il se trouve que là, on a dérivé jusqu'au Québec et c'était bien agréable. Voilà. Alors, synthétiser, c'est forcément réduire, c'est supprimer les petits détails qui font le sel de ces échanges. Mais bon, je vais donc me lancer. Alors, le premier jour, il y a eu un préambule où on a fait une table ronde avec des producteurs. Et cette ouverture était très intéressante parce qu'elle donnait vraiment le ton et surtout la force de la passion qui anime les producteurs présents. Alors, on y a retrouvé des visions convergentes. Donc, ce sont des gens qui ont l'amour d'un lieu au patrimoine fort, qu'il soit naturel ou avec une histoire, une même volonté du respect d'un écosystème et de sa conservation, une éthique forte, étendue dans tous les éléments de l'exploitation, traitement des déchets, eau usée, préservation des ressources en eau, en énergie, et toujours une attention particulière au bilan carbone. Ensuite, cette éthique, elle est illustrée aussi dans des démarches d'innovation permanente. Les gens se remettent souvent en question concernant le recyclage de l'eau. On a vu aussi des expériences de vélos rechargés avec des panneaux solaires. Il y a aussi dans tous ces exemples qui ont été communiqués, donc le développement de vrais savoir-faire et de vrais gestes professionnels qui sont souvent le fruit d'une expérience, d'un empirisme, que ce soit la restauration, l'agriculture bio, la permaculture, l'agroforesterie, l'élevage. Et surtout, toujours, ce sont des gens qui sont d'une adaptabilité remarquable dans le temps et qui savent modifier les changements dans leur offre touristique. Ces entrepreneurs, on a vu aussi que c'était des pionniers et que souvent ils sont peu soutenus et ils ont souvent évolué et progressé dans beaucoup d'adversités. Pourtant, ce sont des entrepreneurs qui servent le territoire, ils ont des effets collatéraux très positifs, ce sont des catalyseurs d'écosystèmes et d'éconosystèmes puisqu'ils sont aussi très importants pour l'économie locale. Enfin, ils ont le besoin de partager, de transmettre. Donc, il y a souvent du travail avec le local, les classes, les étudiants, et ils sont bien sûr toujours partants pour des portes ouvertes.
Et enfin, pour certains, il y a quand même des projets qui sont reconnus et des expériences qui deviennent des références et on en a bien besoin pour nous montrer le chemin. Alors, ils ont exprimé des besoins communs, notamment pour défendre les valeurs, pour relier, pour un soutien mutuel. Ils ont besoin de contribuer à des réseaux. Alors, les réseaux existent, ils sont à bâtir, moi je dirais que c'est peut-être des réseaux qui ont souvent une forme réticulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas des réseaux qui sont cloisonnés, mais c'est des réseaux qui sont plutôt neuronaux, si j'ose la comparaison. Ils ont, plus prosaïquement, ils ont besoin de s'associer à des itinéraires à thème. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été dit. Alors, des circuits pédestres, cyclistes, équestres. On a notamment parlé du chemin d'Artagnan. Ils ont aussi besoin du soutien des élus et des collectivités. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation pour promouvoir les activités écotouristiques dans l'économie d'un territoire. Et bien sûr, il y a besoin de sensibiliser et d'informer les touristes, même les proches, et ça peut être des habitants voisins aux entreprises du territoire. On a vu que, je crois que c'était en Tunisie, ils démarchaient les conseils d'administration des entreprises. Mais je dirais, ils ont aussi une même vision d'un développement qui doit être maîtrisé. Et on a beaucoup discuté sur trouver une fréquentation soutenable à la pérennité de l'activité dans son écosystème et un besoin certain de passer d'un tourisme quantitatif à un tourisme qualitatif. Donc, en conclusion de cette première table ronde, tous les producteurs portent depuis longtemps une démarche de développement durable et ils proposent des produits authentiques dans des lieux préservés. Ils aiment transmettre et partager leurs expériences et leurs connaissances et donc ils souhaitent le soutien des collectivités et ils pensent que le travail en réseau est capital tout en étant conscients que la maîtrise des flux est une des clés de la réussite et de la pérennité de leur activité. Alors nous passons au lendemain, donc le 26 matin, et là nous nous retrouvions avec un sujet sur, il y a des producteurs en grand nombre répartis dans les territoires et il y avait une première table ronde sur comment les accompagner. Et là, nous avions autour de la table des pouvoirs publics territoriaux et l'Office de Grasse et le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et nous avions aussi une personne, Pierre Frustier, qui avait travailler avec le Conseil de l'Europe sur les itinéraires touristiques. Donc, les objectifs étaient donc de savoir comment promouvoir ces activités. Et donc, je vais commencer par les actions des pouvoirs publics. Alors, l'Office de tourisme de Grasse, lui, il met en place le réseau de professionnels entre les communes. Et il promeut, bien sûr, toutes les activités écotouristiques qui sont sur ton territoire. Et il travaille énormément aussi avec le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur, donc, dont une grosse partie du moyen pays grassois appartient. Donc. Et donc, j'ai retenu deux éléments importants du Parc naturel régional. C'est l'existence d'une marque, d'un label donc, qui est la valeur Parc naturel régional, donc, qui bien sûr prône le respect de l'environnement, le développement économique local, le bien-être humain et la transmission, et on retrouve encore la gestion des flux de fréquentation. Et la mise en place d'un petit itinéraire, c'est sûr qu'à côté des itinéraires du Conseil de l'Europe, on n'est qu'à 75 km, mais il a été créé donc la Mare Alpine, qui est un itinéraire pédestre, donc dans le haut pays du département des Alpes-Maritimes. Le Conseil de l'Europe, donc, on a évoqué l'expérience des 40 itinéraires culturels existants, donc à thème, des itinéraires à thème. On a cité par exemple la route de la vigne, de l'olivier et la route Napoléon, par exemple. Alors,
ensuite, il y avait les agences qui s'occupent d'écotourisme et les fondations. Et là, j'ai ressorti un petit peu les traits principaux qui ont été soulevés pendant cette table ronde. Donc, il y avait un travail de la part des agences, d'un soutien fort à l'économie locale, avec un travail avec les PME proches, la possibilité de créer des emplois directs et bien sûr localisés, et aussi des programmes d'appui, avec notamment ce qui se passe à Barcelone, pour des projets écosystémiques et des startups aussi pour notamment le sud de la Méditerranée. Il y a aussi un souci donc, de sauvegarder les patrimoines et la biodiversité, donc avec la mise en valeur du patrimoine immatériel, avec les traditions locales et notamment la transhumance, et aussi une compensation, ça c'était quelque chose qui est remonté, la compensation carbone avec la plantation d'arbres, et sensibiliser donc le touriste à son empreinte carbone quand il voyage. Le touriste se doit d'être accueilli, donc bien sûr, il y a un travail toujours sur l'attention et le professionnalisme dans l'accueil du touriste, et puis le touriste, il faut qu'il vienne. Et il y a une notion qui est ressortie aussi de la part de nos copains québécois, c'était moi j'ai bien aimé le touriste voyageur. C'est vrai que le voyageur, je trouve qu'il y a dans le voyage quelque chose qui est plus fort que le touriste, qui est moins consommateur peut-être, et peut-être que notre touriste de demain, notre écotouriste, c'est un touriste voyageur qu'il va falloir attirer. Et donc, Vaolo, on en parlait tout à l'heure, crée un projet d'explorateurs. Les explorateurs, ce sont des gens qui s'engagent à aller sur les sites écotouristiques et à faire des retours d'expérience auprès de ces professionnels et auprès de leurs futurs visiteurs. Et donc, il y a une idée aussi de promouvoir ces sites extraordinaires avec un catalogue qui serait créé. Donc, des difficultés ont été soulevées pendant cette table ronde. Il a été remarqué que les territoires non structurés par un établissement public ou une collectivité, comme on l'a vu, office de tourisme, communauté de communes, etc., ont plus de difficultés à se développer en écotourisme. Donc, il y a vraiment besoin de soutien. On retrouve ce qui avait été dit lors du préambule. On a émis des doutes sur la mise en œuvre des itinéraires du Conseil de l'Europe parce qu'ils ont de fortes exigences administratives et le montage des dossiers est long. Et on trouvait que c'était plus administratif qu'humain et on trouvait qu'il manquait un peu d'humain dans ces itinéraires. Et il y a aussi un cloisonnement qui a été soulevé entre les pays qui, pour la constitution d'itinéraires, quelquefois, est un frein administratif. Alors, des idées qui sont sorties de cet atelier. Bien sûr, il y a une forte attention qui doit être portée, comme tout produit touristique, à l'accueil alors j'ai mis du touriste, visiteur, voyageur. Comme ça, on englobe tous les types de visiteurs, avec une attention très forte à la préservation du territoire et à la qualité durable du développement de l'activité. Une importance des expériences de voyageurs à mettre en avant, donc c'est ce qui est fait par Vaolo. Et enfin, les itinéraires sont de bons leviers pour fédérer et donner de la visibilité. Et sans aller vers les itinéraires de l'Europe, il est donc possible de créer de mini-itinéraires du type de la mare alpine qu'on a vu, ou sur tout autre thème. Et bon, il a été évoqué que Defimed a un côté plus agile, plus adaptable, moins administratif, qui pourrait reprendre l'idée de certains itinéraires thématiques. Voilà pour ce premier atelier. Alors le deuxième atelier, on était toujours dans l'accompagnement, mais c'était notre type d'accompagnement. Il y avait un accompagnement des institutions, bien sûr, l'accompagnement du numérique et l'accompagnement par le financement. Donc, les échanges étaient riches, denses, mais ils étaient très, très, très complémentaires parce que ce sont des aspects qui sont nécessaires à l'activité écotouristique. Donc, on avait Philippe Verguin qui nous a parlé
je crois qu'il est en ligne et je le salue. Il nous a parlé bien sûr de ce chemin inscrit dans le plan héritage JO 2024, donc la mobilisation interministérielle, qui va donc créer un itinéraire culturel européen sur le patrimoine sportif et qui portera notamment sur la valorisation du patrimoine et des valeurs portées par l'écotourisme. Et on a vu aussi qu'il y avait potentiellement aussi quelque chose qui pourrait être entrepris avec les Jeux méditerranéens de 2022. Ensuite, on a Nicolas Monco, qui est chargé de mission tourisme au ministère de la Culture comme Philippe Verguin, et qui a rappelé que le tourisme est par définition transversal et il est transversal à tous les secteurs couverts par le ministère de la Culture. Donc, et il se définit par ces territoires. Donc, il nous a parlé d'une innovation qui s'appelle Minecult à partir du 1er janvier 2021 et création d'une nouvelle structure pour porter les enjeux de territoire. Et donc, c'est une démarche bottom-up qui est lancée par le ministère. C'est quand même quelque chose qui est à noter. Il a parlé aussi de dispositifs culture chez nous qui, avec la pandémie et la crise sanitaire, nous fait regarder autrement notre environnement proche. Ensuite, on a parlé de l'apport du numérique. Le numérique, c'est les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, amplifier l'écho des opérations conduites et optimiser la manière de communiquer. Donc, on a vraiment besoin des professionnels là-dessus et travailler des cibles privilégiées, les familles. Aujourd'hui, on sait le faire de mieux en mieux. Et bien sûr, pour diffuser toutes les valeurs de l'écotourisme en information et en sensibilisation. On a parlé aussi du web sémantique. Le web sémantique, c'est une autre façon de traiter les données et c'est je dirais, une façon plus intelligente, plus performante. Et comme tout traitement de données, ça permettra de faciliter les recherches et le tri du touriste internaute qui prépare ses séjours. Et d'un autre côté, ça pourra servir aussi à la mise en réseau des activités écotouristiques qui peuvent s'associer. Enfin, très important, le nerf de la guerre, le financement. Et on a vu combien le financement participatif était important pour l'éclosion des projets et leur pérennité et leur soutien. Et André Jaunet nous disait qu'on constate que les contributeurs qui choisissent de financer des projets choisissent toujours de le faire en faveur de la préservation du bien commun et c'est toujours agréable à dire et entendre. Il a aussi parlé des diasporas du cœur qui sont on a beau être loin d'un pays, on peut avoir envie d'y soutenir une activité qui se déploie. Et voilà, donc quelles que soient les contrées, je ne sais plus lequel de nos participants a dit nous sommes au temps du collaboratif, quelles que soient les contrées. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Les temps changent et changeant bien. Voilà. Ensuite, nous nous retrouvons à l'atelier 3. Alors l'atelier 3 est un atelier qui était très intéressant lui aussi et qui changeait et qui était sur le thème de la formation. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de présentations et je vais faire un petit résumé des débats. Donc, la formation, elle nécessite des échanges entre les milieux socio-professionnels et l'université, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir des formations écotouristiques ou touristiques qui sont déconnectées du terrain. Ça semble évident, mais c'est toujours bon à dire. Mais cela génère, comme tout problème complexe aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre du projet complexe à gérer, on a toujours un peu de mal à casser les silos, les cloisons, et donc il y a tout un travail et toute une mentalité à changer dans la manière de constituer les formations. Defimed a peut-être un rôle à jouer là-dedans, dans son côté fédérateur, facilitateur et mise en contact. C'est quelque chose qui a été dit pendant le débat. On a pas mal parlé dans ce débat sur la formation des élus.
qui est… Le besoin est très ressenti, mais par ceux qui ne sont pas élus. Donc, les élus, en général, ne ressentent pas le besoin de formation et pourtant, on en a besoin pour les sensibiliser. Ils sont décisionnaires sur beaucoup de choses. Donc, si on veut les convaincre du bien fondé de la vision écotouristique, il faut absolument les informer. Donc, il a été dit que les formations devaient s'inscrire avec les projets et être multi-acteurs, donc faire une formation qui soit plus liée à un projet qu'à des savoir-faire proprement dits. Et là-dessus, il y avait Brice Dution de la CCI des Alpes-Maritimes qui nous a dit qu'il allait éditer un guide de l'héliotourisme qui devrait paraître début 2021. Et je pense qu'il peut être très intéressant également pour cette promotion-là. Les valeurs du développement durable vont pénétrer le tourisme pour le transformer en écotourisme et le touriste explorateur deviendra explorateur, voyageur, hein, en deviendra l'usager. Voilà, c'était Anne-France qui avait dit ça dans sa conclusion et je l'ai retenu parce que je trouvais que c'était bien. Alors la conclusion, c'est que la formation pédagogique, la forme pédagogique de ces formations la plus adaptée, c'est la formation action. La formation doit se faire en contexte et associer largement tous les acteurs. Il faut prendre en compte aussi la formation du voyageur, qui est de l'ordre de l'éducation citoyenne. Et il est essentiel d'échanger, de mutualiser, de collaborer entre établissements, entre pays pour enrichir les pratiques et partager les difficultés. C'est toujours plus facile de partager les difficultés à plusieurs. La vision du tourisme est à présent qualitatif, elle doit abandonner le quantitatif. C'est un vrai changement de paradigme qui doit aujourd'hui intégrer les contenus des formations. Voilà ce qui a été dit sur cet atelier sur les formations. Et puis, vous voyez, on y arrive, je dépasse un petit peu mon temps imparti et je vais faire un tout petit retour sur ce qui a été dit ce matin sur le détour vertueux. Donc, c'est quelque chose qui est très, très enthousiasmant, ce défi Maître Jeune avec le détour vertueux. On a eu des moments mais vraiment touchants ce matin et très, très, très enthousiasmant, plein d'espoir. Voilà, alors on avait 8 témoignages et on avait 2 grands témoins. Alors, grand témoin, je n'arrive pas à le mettre au féminin, encore un truc à faire, hein, parce qu'en fait, on avait 2 femmes, on avait Anne-France Didier et Audrey Racine, qui étaient nos grands témoins et qui ont encouragé nos jeunes. Ce projet, c'est un projet qui est complètement bottom-up, hein, donc vraiment ascendant, qui a été contraint par la pandémie, mais qui a bien fonctionné avec les jeunes étudiants. C'est un projet vraiment transversal, on l'a vu. Il y avait des étudiants issus de domaines différents. Il y avait des animations qui ont touché différentes générations et tous âges. On a vu des projets aussi où des enfants de primaire étaient associés. Et je dirais qu'une fois de plus, malgré la pandémie qui a amené ces contraintes, les contraintes ont, une fois de plus, nourri la créativité, puisque on voit que ça n'a pas dérangé, ça a même fourni des idées nouvelles. Alors, les objectifs, globalement, pour tous ces gens qui ont partagé ce matin, bien sûr, c'est faire connaître une forme de tourisme alternative aux formes traditionnelles. On voit notamment dans la rive sud tout ce qu'il y a par rapport au tourisme balnéaire et qui doit évoluer. Et la pandémie mettant en exergue cette nécessité d'une autre forme de tourisme. Les objectifs donc, de ces détours, c'est aussi convaincre. Et on voit comment nos étudiants ont choisi des lieux emblématiques et inspirants. Il y a cette idée d'éduquer le citoyen touriste sur la protection de la nature, les savoir-faire locaux ancestraux. Hein, on a vu les photos de cette dame qui cassait avec une pierre les olives avec les gestes anciens. Et puis d'éduquer aussi aux gestes de la transition par rapport aux déchets, à l'énergie, le tri, le compost, etc. Tout ce qui fait aujourd'hui, tout ce qui est important de faire aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est donner de l'espoir. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de très, très chaleureux dans
dans cet atelier. Et donc, l'avenir de ces détours, bien sûr, tout le monde était là avec le souhait de reconduire cette action des FIMED, souhait aussi de consolider une mise en réseau autour des actions locales de ce détour et surtout le souhait de se retrouver pour de vrai dans tous ces lieux si remarquables. Bon, on est très content de pouvoir quand même faire les choses par visioconférence, mais c'est vrai que bon, on se sent un petit peu triste de se voir dans notre petite vignette les uns les autres. Et en conclusion, je citerai, je pense que tous ceux qui ont assisté à ce matin ont été tous touchés par le témoignage de Chédeville Landolsi, qui était étudiant à Carthage, qui lui nous a dit mais qu'il avait une vision complètement négative de la nature. La nature, elle est dangereuse, sans intérêt, et que cette visite a totalement changé ses sentiments. Il s'est senti connecté à la nature et étonné d'avoir ça si près de chez lui. Et je conclurai la conclusion de tous ces jours, c'est qu'en effet, on découvre souvent que le coin très étonnant, voire exotique du quotidien n'est pas très loin. Et je terminerai en disant, le bout du monde, il est juste à côté de chez toi. Ouais, bravo.